Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette webconférence exceptionnelle à l'initiative de l'AFLAR, Association française de lutte anti-rhumatismale, qui va aborder un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre vous et nous avons reçu préalablement à cette webconférence un certain nombre de questions. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Et le suivant, quel impact sur les maladies rhumatismales, sur l'ensemble des maladies rhumatismales du Covid-19 en cette période de confinement que chacun d'entre vous vit actuellement. Une précision technique, et je vais simplement vous indiquer, et on a déjà Yolande qui vient d'activer son chat. Alors, vous avez deux boutons à votre droite, un bouton qui s'appelle chat et un bouton qui s'appelle question. Voilà. Alors, du bouton chat, eh bien, je vous invite à nous saluer, à nous dire bonjour. Voici une manière de l'utiliser. Pour ce faire, eh bien, vous allez tout simplement dans la partie basse du chat où Laurent vient de souhaiter également la bienvenue à Yolande. Voilà, vous pouvez nous dire bonjour, d'où vous venez, bonjour de Quimper, de Corse, ou que sais-je, peut-être d'Afrique du Nord, des départements et territoires d'outre-mer, etc. Voilà. Eh bien, bonjour de Bordeaux. Donc, vous utilisez le chat en bas, vous entrez votre message sur toute la partie rectangulaire du bas, de sa voix ou d'ailleurs, et ensuite vous cliquez. Voilà. Alors, le chat sert à quoi? Il sert à, eh bien, d'abord à entretenir de bonnes relations entre tous les participants, et vous êtes déjà plus d'une cinquantaine qui vous êtes connectés. Et puis, il sert également à émettre des avis. Par contre, vous avez un autre onglet. C'est l'onglet questions et je vous demanderai d'être bien vigilant, s'il vous plaît, à utiliser l'onglet questions eh bien, pour poser vos questions aux différents intervenants qui sont là. Voilà. Et exclusivement donc d'utiliser le volet questions pour poser vos questions. Ce sera plus facile pour chacun d'entre nous. Voilà. Un grand bonjour à tous de la part de nos intervenants et un grand merci d'être avec vous. Voici le thème de la webconférence de ce jour. Après avoir présenté les différents intervenants que vous voyez déjà sur votre écran, eh bien, les thèmes sont les suivants. Donc, rhumatisme et coronavirus. Eh bien, nous avons choisi une entrée en matière, je dirais, par maladie, par pathologie. Donc, en commençant, vous le voyez ici, par le rhumatisme inflammatoire chronique, puis l'arthrose et l'ostéoporose, avec bien évidemment les aspects médicaux, mais aussi au-delà des aspects médicaux en termes de qualité de vie et d'impact sur la qualité de vie. Ensuite, nous avons un thème sur eh bien, quelque chose qui, pour beaucoup d'entre nous, est très difficile à vivre, comment aborder un confinement qui dure. Et enfin, nous terminerons avec une vidéo assez courte pour rappeler des mesures préventives, des gestes barrières et puis surtout le fait, bien évidemment, de rester chez soi. Voilà. Eh bien, pour ce qui concerne l'introduction, j'en ai terminé. Je passe tout de suite la parole à Laurent Grange, qui, en tant que président de l'AFLAR, eh bien, va vous présenter l'association. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver, tous confinés dans nos logements ou moi à l'hôpital et mes collègues à l'hôpital. Donc l'AFLAR, effectivement, c'est une association de patients, par les patients, pour les patients, qui a été fondée en 1928. Notre but, c'est optimiser et coordonner la lutte antirhumatismale dans tous ses aspects. Plus de 200 maladies, on est les seuls à défendre l'intérêt des patients souffrant d'arthrose, d'ostéoporose, de mal de dos, mais on s'intéresse bien évidemment aussi au rhumatisme inflammatoire, comme on va le voir. Alors, attendez, diapositive, voilà. Donc, effectivement, on a la chance d'avoir deux autres intervenants qui vont essayer de démystifier, de vous donner plein de conseils pratiques. On va essayer d'être qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'arthrose et qu'on est confiné? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un rhumatisme inflammatoire et qu'on a des traitements? Vous avez beaucoup de questions. Donc, pour ce faire, on va avoir le docteur Didier Poivret, qui est rhumatologue libéral à Metz-Thionville, qui est une zone qui est très touchée.
qui est expert en éducation thérapeutique, le professeur Gérard Chalès, professeur émérite en rhumatologie de la faculté de Rennes, qui nous parlera des rhumatismes inflammatoires, et moi-même, votre serviteur, qui, président de la FLAR, parlera un peu d'arthrose et de maladies chroniques et de le mal de dos. Donc, merci à tous. Vous allez pouvoir poser vos questions et nous allons commencer dès à présent cette petite présentation. Donc, il y aura plein de petites séquences entrecoupées de périodes de questions où là, on essaiera d'y répondre et à la fin, on aura un large temps de questions-réponses. Ne vous inquiétez pas. Donc, je laisse la parole directement au professeur Gérard Chalès qui va nous parler de l'impact du coronavirus sur les rhumatismes inflammatoires chroniques et l'impact sur les traitements. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, vous allez voir que les conseils pratiques que je vais vous donner sont en fait des conseils de bon sens. Voilà. Donc, nous allons parler des grands rhumatismes inflammatoires que vous voyez décrits ici. Voilà. Alors, pour commencer, les recommandations de la Société française de rhumatologie lorsque vous n'avez pas de signes d'infection Covid-19. Alors, il est évident qu'il faut poursuivre le traitement de votre rhumatisme inflammatoire chronique, que ce soit les traitements de fond habituels, biologiques ou non, méthotrexate ou biothérapie ou autre, corticoïdes. Il est sûr que l'arrêt de votre traitement risque d'entraîner une rechute de la maladie. Et surtout, l'arrêt brutal des corticoïdes est dangereux puisque vous risquez de faire une insuffisance surrénalienne. Alors, pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, vous avez entendu beaucoup de choses contradictoires. Il faut les poursuivre si le contrôle des symptômes de votre maladie le nécessite. Alors, la diapositive suivante a du mal à passer. Alors, le plaquenil, là aussi, vous avez entendu beaucoup de choses contradictoires. Actuellement, on sait que pour avoir du plaquenil en pharmacie, eh bien, il faut avoir une ordonnance et avoir une maladie, que ce soit la polyarthrite, le lupus ou les lupus systémiques et les leucites, par votre médecin traitant. Ça, c'est important. Et seules ces prescriptions qui vont émaner des spécialistes, rhumatologues, internistes ou autres, et les renouvellements émanant de tout médecin peuvent donner lieu à une délivrance de ce médicament, puisque vous avez vu qu'on vendait 2 fois plus de plaquenil qu'avant et qu'il fallait mettre fin à cette dérive. Donc, il n'y a pas de risque de rupture dans la prise en charge de votre rhumatisme et il faut souligner que les laboratoires Sanofi a réapprovisionné l'ensemble des grossistes de telle sorte que vous pouvez avoir votre médicament. En tout cas, évidemment, la prescription de plaquenil pour éventuellement le traitement du Covid-19 ne peut se faire exclusivement qu'au sein de l'hôpital. Les anti-inflammatoires, donc, il faut les prendre si votre rhumatisme le nécessite. Par contre, il faut l'arrêter si vous avez de la fièvre, si vous avez de la toux ou encore d'autres signes qui pourraient orienter vers une infection par le Covid-19, puisque les anti-inflammatoires vont masquer la fièvre, ce qui n'est pas bon, et vont aussi arrêter la réaction inflammatoire de l'organisme qui est utile pour combattre l'infection ou le virus. Attention à l'ibuprofène aussi, parce que beaucoup de patients ne savent pas qu'il s'agit d'un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et puis aussi, les patients qui ont de l'aspirine à dose faible, c'est-à-dire 100 mg pour une infection cardiovasculaire, surtout ne pas l'arrêter. Ce n'est pas un médicament à cette dose-là anti-inflammatoire. Et puis, évidemment, privilégier plutôt le paracétamol, pas plus de 3 grammes par jour, et puis faire attention aux médicaments qui contiennent du paracétamol et autre chose, que ce soit la codéine ou d'autres antalgiques.
Les infiltrations, vaut mieux les éviter parce que le produit reste quand même 3 semaines dans votre organisme, sauf si la douleur est trop forte. Et pour la viscosupplémentation, ce n'est jamais urgent et vous pouvez donc absolument le retarder. Alors, tramadol et codéine, il faut respecter la dose prescrite. Les effets indésirables peuvent être importants, les troubles de l'équilibre, les vertiges, les chutes, les hallucinations, la dépendance aussi à ce médicament. Et puis attention pour la conduite automobile, il ne faut pas non plus arrêter brutalement ces médicaments. Alors, nous allons procéder à un premier échange et vous avez été très nombreux à nous poser, nous vous en remercions, des questions préalables qui ont été transmises au professeur Gérard Chalès. Donc, je vais vous demander, si vous voulez bien, de reprendre les questions qui ont été posées préalablement et puis ensuite, nous allons prendre eh bien, les premières questions qui nous sont arrivées. N'hésitez pas à les poser sous l'onglet questions, là où il y a le point rouge. Donc, Gérard Chalès, c'est à vous. Oui, alors Christophe a demandé, a-t-on du recul sur des malades atteints de Covid-19 souffrant de polyarthrite rhumatoïde ou autres rhumatismes inflammatoires? Ont-ils systématiquement développé des formes graves? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on n'en sait rien. On sait que rien aujourd'hui ne démontre que les sujets avec une polyarthrite développent plus fréquemment une infection Covid-19 et a fortiori une forme sévère de la maladie. En sachant que l'augmentation des risques infectieux, c'est bien connu pour les infections de type bactérien et certaines pathologies virales, notamment le risque de zona, en cas de polyarthrite rhumatoïde. Alors, même question avec des patients sous méthotrexate, ont-ils développé systématiquement des formes graves? On sait qu'il y a eu une méta-analyse qui a montré qu'il n'y avait pas d'augmentation significative des risques infectieux chez les patients traités par méthotrexate. Et on n'a bien sûr aucune donnée particulière concernant les polyarthrites traités par biomédicaments et le risque d'infection Covid-19. Je pense qu'on saura ça dans les mois, dans les années qui suivent. Alors, faut-il consulter son rhumatologue en urgence pour lui demander un autre traitement que le méthotrexate? Je pense que la réponse est non. Il y avait aussi des questions sur notamment les surfaces lisses telles que chaises, salles d'attente, peuvent-elles être contaminées? Combien de temps le virus y reste-t-il actif? Sur les tissus d'échelle de voiture, comment désinfecter si le virus peut y survivre? Concernant l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est vrai qu'il y a eu des études, mais qui sont des études plutôt expérimentales en laboratoire, qui ont montré que les postillons, on appelle ça des aérosols, ça pouvait durer jusqu'à 3 heures, une surface en cuivre jusqu'à 4 heures, du carton jusqu'à 24 heures, du plastique et autres jusqu'à 2 ou 3 jours. En fait, dans la vraie vie, c'est différent parce que quand vous faites des postillons, eh bien, ça sèche assez rapidement. Et donc, toutes ces données de laboratoire ne sont vraisemblablement pas justes quand on est dans la vraie vie. Bon, il vaut mieux évidemment être prudent, porter des gants lorsque vous allez au supermarché, etc. Alors, pour l'alimentation, on n'a pas montré aujourd'hui qu'il y avait des risques. Tout simplement, peut-être laver soigneusement les fruits et les légumes que vous achetez dans les supermarchés. Voilà les principales questions. Parfait, merci de ces réponses qui sont saluées par les différents intervenants et participants. Bien sûr, une question, peut-on prendre lamaline et paracétamol? Bon, a priori, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication particulière à associer ces deux médicaments. Peut-être que Laurent, tu as une… Ouais, le seul truc, c'est que la lamaline, il y a du paracétamol, donc il ne faut pas au total dépasser les 3 grammes de paracétamol cumulés. Mais on peut, c'est pas très logique, mais on peut associer lamaline et paracétamol sans dépasser les 3 grammes. Parfait. Nous avons quelques questions de nature administrative auxquelles nous pourrons répondre tout à l'heure. Donc, soyez tranquilles. Quelqu'un qui nous dit, voilà, sous rituximab, j'ai des immunoglobulines au plus bas. Comment se protéger du Covid-19?
C'est surtout, si je peux répondre, les gestes barrières, c'est-à-dire rester chez soi, être confiné, c'est le principal protecteur. Se laver les mains régulièrement, très régulièrement, avec gel hydroalcoolique ou le savon. Le savon peut être tout à fait efficace si on le fait suffisamment bien, suffisamment longtemps. Et puis, si vraiment vous devez sortir, ce qui n'est pas conseillé, mais si vous devez vraiment sortir, moi, je conseillerais de mettre même un masque en tissu. Un masque en tissu protège plus que rien. Donc voilà, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est le lavage des mains et rester confiné. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse. Nous allons poursuivre donc nos propos. Soyez tranquilles par rapport à ceux qui ont posé des questions auxquelles nous n'avons pas répondu tout de suite, pour la bonne et simple raison que elles font partie, en tout cas les réponses font partie des thèmes qui vont être abordés dans quelques instants. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions alors que nous allons aborder quelque chose de très important que le professeur Chalès va nous exposer maintenant en identifiant deux cas de figure. Vous avez des signes d'infection du Covid-19 ou vous n'en avez pas. À vous, professeur Chalès. Oui, alors que si vous pensez qu'il peut y avoir des arguments en faveur d'une infection à Covid-19, donc ça peut être bien sûr la fièvre, tout, des difficultés pour respirer, des douleurs musculaires, une grosse fatigue, une perte du goût de l'odorat. Je rajouterai aussi des signes digestifs éventuellement, vomissement ou diarrhée. Il faut bien sûr arrêter votre traitement, sauf les corticoïdes, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, et sauf aussi l'hydroxychloroquine. Alors, les anti-inflammatoires, comme je vous ai dit, devant toute infection, ce n'est pas particulier au coronavirus, il faut les arrêter. Et puis, il faut contacter votre médecin traitant ou votre rhumatologue pour décider de la suite de votre prise en charge. Et puis, bien sûr, aussi se protéger et vous protéger et protéger votre entourage. Donc là, c'est ce qu'a rappelé aussi le président, pas de contact direct, port de masque et les gestes barrières. Oh, j'étais un peu vite, pardon. Alors, donc, pour la personne Covid-19, port de masque, isolement dans une pièce de l'habitation, bien nettoyer aussi ce qui est commun à tout le monde, notamment les salles de bain. Et puis, pour vous, masque et gestes barrières. Et si vous êtes en remission, possibilité d'arrêter la biothérapie ou d'espacer les injections. Et puis, si votre rhumatisme inflammatoire est encore évolutif, je pense qu'il faut discuter l'arrêt de cette biothérapie en fonction de l'âge, du type de biothérapie, de vos comorbidités associées. Est-ce que vous avez un diabète? Est-ce que vous avez une bronchopathie chronique ou autre? En tout cas, contactez votre rhumatologue. Je pense que ça, c'est très, très important. Alors, l'activité physique adaptée, eh bien, il y a plusieurs, vous voyez ici, sites où vous pouvez vous renseigner sur ce que l'on peut faire, notamment lorsqu'on a une polyarthrite ou une autre maladie ou un autre rhumatisme chronique. Oui, donc je vais prendre la suite et vous parler maintenant d'arthrose. Ensuite, on répondra encore sur les questions sur les rhumatismes inflammatoires, ne vous inquiétez pas. Donc, effectivement, l'arthrose, que faire quand on est confiné? Effectivement, pour les traitements par anti-inflammatoires, on l'a répondu. Si on a des signes d'infection Covid, on ne prend pas d'anti-inflammatoire. Et sinon, on évite d'en prendre, mais dans les conditions générales hors Covid, on évite de prendre des anti-inflammatoires. On prendra les anti-inflammatoires que si vraiment c'est indispensable, en privilégiant toujours les antalgiques, paracétamol, paracétamol codéiné, les paliers 2, etc. Pour les AINS en pommade, pas de problème particulier, pas s'exposer au soleil, mais en ce moment, le confinement fait qu'on ne s'expose pas au soleil, sauf si on a un jardin ou un balcon. Mais on évitera les zones exposées au soleil avec les AINS en pommade à cause des intolérances cutanées notamment. On va privilégier le paracétamol sans dépasser bien évidemment les 3 grammes par jour. Et pour les antiarthrosiques symptomatiques d'action lente, les glucosamines, les chondroïétines, tous les traitements de fond symptomatiques de l'arthrose, il n'y a pas de souci, on peut les continuer. Juste attention, les glucosamines et le diabète, mais c'est vrai en dehors des périodes Covid.
Par contre, ce qui est important, c'est essayer de maintenir une activité physique adaptée. Alors, dans un appartement où, si on a la chance d'avoir un petit jardin, bah, c'est un peu plus facile. Mais sinon, il existe plein de sites que la FLAR a validés qui permet de donner des conseils aux patients qui ont de l'arthrose pour l'activité physique adaptée. Ça peut être simplement, par exemple, parce qu'on a une arthrose digitale, de pouvoir contracter la main avec une balle mousse. Ça nécessite pas d'être dehors. Alors, vous avez tous les liens ArthroLink, ArthroCoach, Sanofi Arthrose, des laboratoires qui pourront vous donner plein de conseils et qui sont validés par la FLAR. On peut utiliser du matériel qu'on a à disposition, des petites bouteilles d'eau, des rubans élastiques pour pouvoir bouger, continuer à bouger, puisque le maître mot dans l'arthrose, dans les traitements de l'arthrose, c'est bouger, garder une activité physique adaptée. Bien sûr, les séances de kinésithérapie ont peut-être dû être annulées de confinement, et donc on peut demander des conseils de mouvements de posture en autoprogramme, contacter par téléphone votre kinésithérapeute si c'est possible, et si peut-être il vous a d'ailleurs préparé des petits exercices à faire. Et bien sûr, n'oubliez pas votre autorisation de sortie pour essayer de marcher 1 kilomètre autour de votre lieu d'habitation. Une petite promenade peut être toujours nécessaire lorsqu'on a une arthrose de genou, par exemple. Maintenez cette activité restreinte, mais c'est une activité quand même. Donc ensuite, il y a tout ce qui est automassage qui peut avoir un intérêt pour l'arthrose, mais aussi pour les douloureux chroniques. Automassage de l'épaule, automassage du pouce. Le petit livret auto-soin qui est à disposition sur le site de la FLAR, vous pouvez le télécharger gratuitement. Nous l'avons mis en ligne gratuitement depuis quelques jours pour vous les patients souffrant de rhumatisme. En cas de douleur chronique, évidemment, il faut continuer tout ce qui est méditation, essayer de se changer l'esprit en faisant de la relaxation, pourquoi pas du tai chi, du yoga ou si on sait le faire. On essaye de maintenir une activité physique adaptée. On peut lire, écouter de la musique pour changer un peu les idées. Essayer de garder des contacts, téléphoner à vos proches, téléphoner à vos amis. Bien sûr, pas de rendez-vous en direct, évidemment. Et puis, poursuivre, bien évidemment, les traitements médicamenteux qui n'ont pas de problème par rapport à l'infection Covid. Donc, les douloureux chroniques, on en connaît beaucoup. Beaucoup sont adhérents à la FLAR ou sont sympathisants à la FLAR, avec la FLAR. Et donc, voilà ces conseils qu'on pouvait vous donner. Alors, les exercices physiques adaptés, c'est pas toujours que du sport, hein, activité physique adaptée. Ça peut être des simples exercices respiratoires chaise, pour notamment les patients souffrant de spondyloarthrite, par exemple. Le jardinage, si vous avez la chance d'avoir un petit jardin ou un balcon fleuri ou pas, vous pouvez faire un peu de jardinage. Ça peut débloquer un peu et continuer à bouger un peu. Le bricolage aussi. Attention, pas du bricolage dangereux, car les services de réanimation et les services d'urgence doivent être véritablement laissés pour les patients souffrant de Covid. On peut également appliquer des substances froides, alors qui peut être des petits pois ou autres plats, systèmes congelés que vous avez dans votre congélateur qui ont un effet froid, ou des glaçons à travers un tissu, attention à ne pas se brûler, ou des compresses appliquées, un cold pack par exemple. Ça peut avoir un effet antalgique lorsqu'on est coincé, confiné et qu'on ne peut pas avoir accès facilement à un médecin. Pareil, pour d'autres patients, ça sera plutôt du chaud. Donc, ça peut être un bain chaud, si vous avez la chance d'avoir une baignoire. Ça peut être de la physiothérapie par une substance chaude. Une compresse chaude peut tout à fait aider. Ou se laver les mains ou se masser les mains dans l'eau chaude. Peut-être ça plus réservé au rhumatisme inflammatoire, par exemple. L'activité physique, ça peut être aussi de la relaxation, assis en lotus ou pas en lotus, si on peut ou si on peut pas. Relaxez-vous, détendez-vous, peut avoir aussi un intérêt sur la douleur. On peut aussi, il y a toute une série de petits exercices que j'ai proposés dans mon livre Stop à l'arthrose,
qui d'ailleurs est en disposition en vente dans toutes les librairies numériques. Donc, profitez également pour lire le livre Stop à l'arthrose, et tous les royalties vont à l'association de patients. Donc, vous ferez un bon geste. Mais il y en a plein d'autres, hein, de structures qui peuvent vous envoyer le bouquin par voie électronique, par téléchargement. On peut aussi, ce qu'on peut vous proposer, on avait lancé avant la pandémie une grande enquête sur l'arthrose. Donc, si vous souffrez d'arthrose, vous avez peut-être le temps en étant confiné. Donc, allez-y, répondez à cette enquête qui permettra de véritablement de voir quel est l'impact de l'arthrose sur la vie quotidienne et pouvoir comparer est-ce que ça a évolué par rapport à 2013, cette grande enquête. Notre objectif, c'est 4000 répondants. Donc, allez-y, répondez. Ça dure à peu près une vingtaine de minutes, mais vous avez probablement le temps actuellement. Donc, merci à vous si vous pouvez répondre à cette enquête. Les codes seront donnés, enfin les liens seront donnés, mais seront disponibles en replay si vous n'avez pas le temps de tout noter. Je vais laisser la place à mon collègue, le docteur Didier Poivret. Peut-être, si tu le permets, Laurent, on va prendre quelques questions qui sont venues au fur et à mesure avant d'aborder le sujet de l'ostéoporose. Alors, un certain nombre de questions qui viennent sur effectivement les activités de différentes sortes. Quelles sont celles qui sont peut-être à éviter? Je dirais qu'il n'y a aucune activité à éviter. Les seules activités à éviter, c'est les activités à risque qui peuvent entraîner un danger. Alors, éviter de monter sur le bricolage trop dangereux, puisque, encore une fois, tous les services hospitaliers sont mobilisés pour prendre en charge les patients Covid, les patients ayant des essoufflements et de la fièvre. Donc, mais sinon, il y a dans tous les rhumatismes, hein, ce qu'on dit, en dehors de la poussée inflammatoire, il faut mettre au repos l'articulation. Il faut continuer à bouger de manière adaptée, activité physique adaptée. Eh bien, c'est un sujet que Didier Poivret, à qui je donne la parole maintenant, va aborder sous un autre angle qui est celui de l'ostéoporose. Bonjour Didier. Bonjour à tous, merci de me donner la parole et de m'inviter à participer à cette webconférence. Alors, nous pouvons d'emblée dire que l'ostéoporose, c'est la maladie de la fragilisation des os qui aboutit à une fracture. Ça n'est pas un facteur de risque d'attraper le coronavirus. Donc, ce n'est pas parce qu'on a de l'ostéoporose qu'on est plus ou moins à risque d'attraper le coronavirus. Il faut prendre les précautions habituelles, suivre les gestes barrières que nous connaissons bien, mais disons que l'ostéoporose n'induit pas une susceptibilité particulière d'attraper le coronavirus. Ceci étant, un certain nombre de conseils ou d'idées peuvent être partagés entre nous. Nous sommes confinés, donc il va falloir respecter ce confinement. Alimentez-vous d'une manière saine et aussi variée que possible. Vous savez que nous vous conseillons d'absorber 3 produits laitiers par jour, ce qui vous permet d'avoir environ 1,2 g de calcium dans votre alimentation, ce qui suffit à un apport journalier pour en cas d'ostéoporose. Si vous ne supportez pas bien les produits laitiers, et je rappelle que la crème et le beurre ne sont pas des produits laitiers, si vous ne supportez pas les produits laitiers, vous pouvez prendre de l'eau minérale. Un certain nombre d'eau minérale sont très riches en calcium et boire 1 litre d'eau minérale riche en calcium apporte déjà plus de la moitié de ce taux de calcium recommandé, c'est-à-dire 1,2 g par jour. En outre, vous serez bien hydraté, ce qui est toujours bon lorsque l'on est soumis à prendre des médicaments, amené à prendre des médicaments. Évitons de prendre du poids, donc évitons de manger tout le temps, et en particulier le grignotage, qui nous pouvons être plus ou moins tentés dans la mesure où nous sortons moins. Ceci étant, comme vous le savez, nous pouvons sortir à 1 kilomètre au-delà de notre domicile et pas plus d'1 heure par jour, et surtout avec l'autorisation
ce formulaire qu'il faut remplir de façon à ce que s'il y a un contrôle par la police, vous n'ayez pas d'amende ou de soucis particuliers. S'il fait beau, et il paraît qu'il va faire beau dans les jours qui viennent, eh bien, rester bras nus, tête nue, jambes nues pendant 20 minutes suffit à avoir déjà un certain taux de vitamine D. Ceci étant, mieux vaut de temps en temps la doser dans le sang parce que malheureusement, comme vous le savez, plus on avance en âge, moins notre peau fabrique de vitamine D pour la même exposition solaire. Et puis, nous ne sommes pas toujours dans les mêmes régions. Certains habitent près de la mer, d'autres sont en altitude et vont donc avoir une dose d'ultraviolet au niveau cutané qui va être plus important. Aérons notre logement aussi, c'est une bonne chose du point de vue de la santé et de l'hygiène générale. C'est aussi une façon d'évacuer un certain nombre de poussières qui pourraient éventuellement être porteuses de ce virus qui nous embête tous en ce moment. Alors, conserver une activité physique adaptée. Si vous avez de l'ostéoporose, c'est-à-dire ou bien des antécédents de fractures, ou bien on a fait une densitométrie, on s'est aperçu que votre os n'était pas solide, on a dû vous suggérer d'avoir un apport calcique suffisant, mais aussi de conserver une activité physique adaptée à l'état de chacun, aux possibilités de chacun. L'idée est de faire tous les jours 20 à 30 minutes d'activité physique, c'est-à-dire par exemple de marcher. On peut donc marcher un petit peu au-delà de son domicile. C'est aussi marcher dans son jardin, sur son balcon ou bien dans son salon. Certains font un jogging sur leur balcon, mais surtout nous insistons beaucoup sur les précautions à prendre pour éviter les chutes. C'est pas le moment d'avoir une fracture du col du fémur, du poignet, de l'humérus, un tassement de vertèbres et ainsi de suite. Donc évitons les chutes. Prenez une canne si vous avez l'impression que vous avez des vertiges, que vous ne sentez pas bien le sol par terre, de façon à pouvoir vous rattraper très facilement. Très attention aux tapis aussi. On sait bien que c'est sur les tapis qu'on glisse. On peut mettre des systèmes anti-dérapage en dessous, mais c'est encore mieux d'enlever les tapis. Et puis, les salles d'eau. Nous savons bien que dans les douches et dans les baignoires, peut rester un petit peu de savon au fond de la baignoire ou du bac de douche, et celui qui vient après met de l'eau et glisse et peut se faire excessivement mal. Marcher, c'est bon pour tout, c'est bon pour les os, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le cœur, c'est bon contre le cancer, c'est bon pour tout. Donc, marchons un petit peu, soit chez soi ou un petit peu en dehors, mais ne pas rester toute la journée assis ou allongé. Encore que assis pour lire un bon livre, c'est un bon moyen pour se cultiver, passer le temps et surtout se changer les idées. Donc, ne pas hésiter à lire un petit peu en ce moment pour supporter tout cela. Alors, les médicaments utilisés contre l'ostéoporose ne sont pas contre-indiqués en ce moment. Les biphosphonates, ce sont ces médicaments qu'on prend une fois par semaine. Il existe maintenant une forme qu'on peut prendre après le petit déjeuner. Il y en a encore une autre qui est en forme buvable. Et puis, il y a ces médicaments qu'on prend le matin à jeun, en restant assis ou debout pendant une demi-heure. Si on l'oublie un jour, on peut le prendre le lendemain. Si on l'oublie une semaine, on le prend la semaine d'après. Ça ne va pas obérer les résultats de ce traitement. Donc, pour suivre ces traitements, le denosumab, c'est-à-dire le Prolia, c'est une injection tous les 6 mois. Si possible, on peut décaler de 4 semaines, c'est-à-dire d'un mois en ce moment, si on est particulièrement inquiet à l'idée d'attraper une surinfection pulmonaire. Le calcium et la vitamine D méritent d'être poursuivis. La vitamine D, c'est en ampoule ou en gouttes. Nous préférons les gouttes chez les personnes âgées. Et puis, absorbons 3 produits laitiers par jour et des comprimés de calcium si votre médecin ou votre rhumatologue ont estimé que votre apport alimentaire n'était pas suffisant. Il existe aussi un traitement qui s'appelle l'acide zoledronique, c'est-à-dire la Clasta, qui existe aussi sous forme de générique. Cette perfusion se fait une fois par an. Il n'est pas rigoureusement indispensable de respecter 1 an
entre chaque perfusion. C'est-à-dire que si la perfusion tombe maintenant, eh bien, il est peut-être plus simple, enfin, il est certainement plus simple de la faire une fois que le confinement sera terminé. Sinon, ces perfusions peuvent se faire à domicile par une infirmière diplômée d'État sur une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes, en assurant une hydratation suffisante et la prise de paracétamol. Et encore une fois, autant prévoir ça, soit à l'hôpital, soit certains cabinets de rhumatologie les font dans leur cabinet, soit chez vous, un petit peu plus tard, une fois que une infirmière pourra venir sans problème chez vous. Voilà ce que nous pouvions dire rapidement sur l'ostéoporose en cas de confinement. Rappelons, donc retenons que les médicaments pour l'ostéoporose ne vont pas gêner le traitement du Covid, ne vont pas plus sensibles au coronavirus et qu'il faut continuer à prendre les précautions habituelles, marcher et absorber suffisamment de gaz dans son alimentation. Parfait, merci. Un grand merci Didier. Nous allons en profiter pour faire une pause questions-réponses parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait un certain nombre de questions qui venaient de différents participants, dont certains nous ont fait l'amabilité de nous rejoindre. Alors, même si ces questions concernent déjà des thèmes évoqués, nous allons néanmoins vous donner la parole, que ce soit et chacun d'entre vous pourra juger qui souhaite effectivement répondre à ces questions. Alors, la première que je vais poser revient aux questions des maladies rhumatismales et des rhumatismes inflammatoires en particulier. Voilà, je suis sous un anti sur Cosentyx pour prononcer le nom. Est-ce que ça peut être bénéfique en cas de phase finale avec orage de cytokines? C'est une question qui est très spécifique. Vous nous direz à ce moment-là si c'est une question suffisamment générale ou pas. Qui souhaiterait aborder cette question? Ouais, tu veux que je peux répondre ou Gérard? Tu veux répondre, Gérard? Oui, vas-y. Non. Donc, effectivement, certains des traitements de la polyarthrite rhumatoïde sont des traitements qui sont en train d'être testés dans le cas d'infections graves et de cette fameux orage cytokinique qui apparaît a priori vers le 7-10e jour de la maladie, qui entraîne le passage en réanimation. Le Roactemra, notamment, est testé actuellement. On ne sait pas si ça fonctionne ou pas, ça semble intéressant. Pour le Cosentyx, un IL-17, on n'a pas d'informations là-dessus, on ne sait pas. Donc, le message, c'est plutôt si vous êtes infecté par le Covid, arrêtez le Cosentyx, par exemple. Pour le Roactemra, arrêtez-le aussi et demandez à vos médecins ce qu'il faut faire, parce que là, on parle d'essai clinique pour le test avec le Roactemra. Donc, voilà. Alors, une autre pardon, Gérard? Oui, les principales cytokines qui interviennent, c'est surtout l'IL1, l'IL2, l'IL6, l'IL7, l'IL8 et le TNF. L'IL17, on ne sait pas, mais… Parfait. Je vais prendre une autre question de Marie, in extenso, parce qu'elle regroupe pas mal de questions qui se posent, notamment, et c'est son cas, voilà, elle a été hospitalisée et dépistée négative, et elle vient de refaire des tests parce que les symptômes persistent, fièvre par exemple, maux de tête, douleur thoracique. Elle est sous Humira, 40 mg, toutes les semaines. Son rhumatologue a suspendu le traitement. Comment ça va se passer pour elle et pour les autres personnes qui peuvent être dans son cas par rapport en fait, à la réintégration de sa biothérapie? Voilà. Donc, je pense qu'il faut attendre qu'elle soit guérie avant de reprendre la biothérapie. Je pense que c'est le bon sens. Alors, est-ce qu'il y aura des tests de dépistage pour ça? Je ne peux pas répondre. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que lorsqu'on a des signes d'infection, des signes typiques, la fièvre, essoufflement, tous les signes qu'on a cités, selon comment est fait l'écouvillonnage, c'est une espèce de coton-tige qu'on rentre dans le nez, il est dans les études, enfin dans la vraie vie, on s'aperçoit que dans 30 à 40% des cas, ils sont négatifs, alors que l'infection est réellement là. Donc effectivement, il faut suspendre l'Humira, ça c'est évident, et le reprendre après accord de ses médecins
lorsque les signes seront passés. Parfait. Merci de cette question. Nous avons des questions spécifiques sur le syndrome SAPHO qui seront abordées tout à l'heure, et puis des questions aussi d'ordre administratif et social que nous reprendrons dans quelques instants. Une question, le Covid me donne peu de douleurs, fièvre et essoufflement. Je n'ai plus de traitement pour une spondyloarthrite qui est en sourdine, mais j'ai des douleurs costales qui m'inquiètent. Comment faire la différence avec d'éventuels signes du Covid? Normalement, le Covid donne surtout un essoufflement, de la fièvre, peu de douleurs costales, sauf si on tousse beaucoup et qu'on fait des petites fractures ou fêlures de côte. Donc, a priori, si vous êtes infecté par le Covid, ne reprenez pas vos traitements de la spondyloarthrite, et vous les reprendrez qu'après accord de vos médecins à distance. Il faut pas avoir plus peur que ça de ces douleurs. Parfait, merci beaucoup. Nous allons aborder maintenant le sujet du mal de dos. Est-ce que c'est Laurent qui aborde ce sujet? Oui, je peux. Allez, c'est parti. Donc, effectivement, pour les lombalgies chroniques ou les rachialgies chroniques, donc le mal de dos chronique, comme on vous l'a dit et redit, le premier traitement, c'est l'activité. Alors, l'activité physique dans un appartement ou une maison, ou si on a la chance d'avoir un jardin, encore une fois, c'est un peu plus facile. Donc, on a sélectionné pour vous un certain nombre de youtubeurs ou de sites permettant de pouvoir faire des exercices adaptés. Beaucoup de coachs sportifs actuellement en France font des chaînes YouTube qui donnent plein de conseils, voire même en direct sur les Facebook et autres. Donc, nous vous conseillons d'essayer de maintenir une activité physique, les exercices de regainage tous les matins, par exemple. Éviter d'être toute la journée allongé sur le canapé ou assis sur le canapé, parce que là, les douleurs lombaires peuvent réapparaître, bien évidemment. Donc voilà ce qu'on voulait dire sur la lombalgie, et toutes les autres affirmations et conseils sont valables également pour les patients souffrant de mal de dos chronique. Parfait. On va prendre d'autres questions. Quelqu'un nous dit, voilà, j'ai peut-être pour Didier Poivret, j'ai la maladie de Sherman. On m'a découvert de l'ostéoporose car je me fracture les côtes sans choc. Pas de carence en calcium, ni ménopause. Un rendez-vous médical, mais annulé. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, alors, je suis en train de répondre. Il n'y a pas d'urgence à traiter l'ostéoporose médicalement. Les traitements vont renforcer vos os au bout de plusieurs mois. Donc, attendez que le professeur Thomas vous redonne un rendez-vous. Par contre, ce que vous pouvez faire d'ores et déjà, peut-être qu'on vous a donné de la vitamine D à prendre si on a dosé la vitamine D. En tout cas, il pourrait être bon d'en prendre parce que 80% de la population est carencée. Surtout, ne tombez pas, c'est-à-dire prenez des précautions pour ne pas tomber. Et puis, marchez tous les jours, buvez bien, en particulier de l'eau riche en calcium. Et le traitement médicamenteux de votre ostéoporose se fera une fois que tout le bilan sera fait. Actuellement, on peut vous conseiller pour une multitude de raisons de ne pas fréquenter les hôpitaux et d'attendre puisque on peut quand même espérer que d'ici quelques semaines ou quelques mois, les choses reprendront leur cours normal. Donc, attention de ne pas tomber, marchez 3 produits laitiers par jour et tenez-vous prête à aller voir le professeur Thomas. Parfait, merci beaucoup Didier. Une question qui évidemment concerne tout le monde, que nous avons intitulée d'ailleurs « Comment aborder un confinement qui dure ?» dans le prolongement de ce que vient dire le docteur Poivret. Alors, eh bien, comment mieux supporter le confinement? Voici quelques idées. Qui va aborder ce point-là? Oh ben, Didier, tu veux… Je peux donner quelques idées. Nous sommes très favorables à tout ce qui diminue le stress, l'énervement et ainsi de suite. Alors, il existe une multitude de possibilités pour diminuer son propre stress. Chacun trouve ce qui lui convient. Les uns vont
s'abonner à des sites pour la méditation. Il y en a beaucoup. Nous ne donnerons pas d'exemple. Nous pouvons simplement dire que la méditation, lorsqu'elle est bien faite, est effectivement capable de modifier le fonctionnement de notre cerveau, c'est-à-dire de diminuer réellement le stress des patients. Mais tout le monde n'a pas envie de faire de la méditation. L'hypnose, le tai chi, le yoga, tout ça en fonction des besoins, des envies, de la satisfaction des uns ou des autres. L'important est que ça fasse du bien et que ça permette de se relâcher. Il existe donc des sites internet qui nous permettent de faire du tai chi, du yoga, de l'hypnose ou de l'auto-hypnose. Ne pas hésiter à s'y abonner à condition qu'on leur fasse confiance et qu'ils soient dignes de confiance. Il existe des systèmes avec Skype, WhatsApp, etc. À chacun de se faire son opinion. Il est très important aussi d'échanger entre nous. Les psychologues, en tout cas, nous disent que finalement, nous perdons les échanges directs. Échanger avec les gens avec qui on vit, ce n'est pas si simple. Ça peut même s'apprendre. N'est pas si simple de ne pas blesser, de ne pas froisser l'autre. Dire et parler de soi, ça n'est pas quelque chose que les gens de ma génération ont appris, en tout cas, au contraire. Et échanger, parler, la règle de non-jugement et de bienveillance s'applique ici dans toute sa forme. Et puis, les psychologues, et en particulier le professeur Tarquinio, qui a fait un centre tout à fait remarquable ici à Metz, qui s'appelle le Centre Janet, nous suggère de ne pas rester trop longtemps sur les réseaux sociaux, dont on sait bien qu'ils peuvent être fort utiles, par exemple, lorsqu'ils vous renvoient sur le site de la FLAR ou autre, mais ils sont aussi source de diffusion de fake news qui peuvent être ou extrêmement angoissantes ou faussement rassurantes. Nous savons tous qu'il existe actuellement une multitude de propositions, de remèdes miracles pour ne pas attraper le coronavirus. Et là-dedans, il existe un certain nombre de fake news, c'est-à-dire d'idées fausses. Donc attention. Attention aussi à acheter des médicaments ou des substances qui valent cher et qui sont vendus sur Internet. Nous déconseillons fortement ou formellement même tout achat de ce genre de produits si nous ne savons pas d'où ça vient. Mieux vaut les acheter chez un pharmacien ou en parapharmacie. Bref, de savoir d'où elles viennent. En tout cas, parler de soi, sans agresser l'autre, mais parler de soi, ça n'est pas agresser l'autre, eh bien c'est important pour que le climat familial puisse s'apaiser. Je sais bien que c'est facile à dire, je sais bien aussi que ça n'est pas si facile à faire. Merci beaucoup. On a parlé des vertus de la méditation. Un mot supplémentaire, c'est déjà été abordé? Alors ça, c'était une image. C'est une image où en haut, on voit des IRM fonctionnels, c'est-à-dire qu'avec différents appareils, on arrive à connaître les zones du cerveau qui sont mises en éveil durant la méditation. Alors en haut, tout ce qui est en rouge est mis en éveil. En bas, les gens qui ne font pas de méditation, vous voyez que toute cette zone n'est pas stimulée. Donc la méditation, ça modifie réellement le fonctionnement du cerveau et vers un apaisement, une acceptation, une adaptation aux difficultés. Donc, c'est quelque chose qui est important. Ceci étant, ce genre d'image en haut, ce sont des gens qui sont habitués à faire de la méditation, donc je dirais des seniors de la méditation, mais chacun peut y trouver déjà, dès le début, un certain soulagement, relâchement dans l'attention. Ça n'est pas si simple de rester confiné chez soi dans des conditions qui ne sont pas toujours excellentes. Donc la méditation, ça n'est pas qu'une parole en l'air, c'est réellement efficace. Ça modifie réellement le fonctionnement du cerveau. Parfait. Merci de ces éléments. Et puis peut-être quelques dernières idées, docteur Poivret? Oui, ce sont les recommandations que nous avons publiées sur le site de la FLAR. L'avenir est devant nous. Donc, nous avons forcément tous dû renoncer à des voyages, des cures thermales, des réunions familiales et ainsi de suite. Eh bien, il faut les reprogrammer pour conserver un avenir. L'avenir est là.
vous savez que nous avons beaucoup plus de chances de passer le cap que d'avoir des difficultés qui peuvent être importantes. Et puis, essayons là aussi de garder un rythme de vie qui ne soit pas complètement désorganisé, en particulier pour son sommeil. Il n'est pas forcément, les psychologues en tout cas nous disent de pas forcément faire toujours la grasse matinée. Ce n'est pas tous les jours dimanche. Il faut essayer de garder un rythme de vie qui soit à peu près standard et d'avoir des occupations ciblées avec les enfants, par exemple, ou avec son entourage, des communications par Skype, par WhatsApp, par le téléphone, ainsi de suite. Bref, d'avoir quelque chose de fixe qui nous permette d'avoir des repères dans la journée et dans notre vie. Parfait. Alors, nous allons prolonger une question qui a été posée tout à l'heure sur les sujets administratifs et notamment suite aux recommandations du Haut Conseil de la santé publique. Et donc, je vais demander au docteur Didier Poivret d'aborder ces sujets-là, le temps d'arriver sur cet aspect-là. Donc, j'y arrive tout de suite. Voilà. Alors, de manière générale, pouvez-vous contextualiser cette diapositive suite aux consignes du HCSP? Alors, chaque cas est différent en matière sociale. Ceci étant, chacun se référera à son entreprise, au service du personnel, aux assistantes sociales qui peuvent l'aider. En tout cas, il existe une multitude d'aides actuellement qui sont mises en place de façon à ce que chacun ne perde pas, financièrement parlant, en face de cette période de confinement qui nous est imposée et que nous n'avons bien sûr pas choisi. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est que le gouvernement a mis en place un système qui permet aux patients sous biothérapie de se déclarer eux-mêmes en arrêt de maladie si ils sont à risque, en particulier pour toutes les personnes qui sont en contact avec du public. Vous pouvez vous connecter directement sur le site Déclare Amélie qui se trouve tout en bas de cette diapositive et vous pourrez ainsi être mis en arrêt de travail directement pour pouvoir éviter d'être en contact avec du public en particulier ou d'autres personnes. Vous savez qu'on nous conseille d'éviter les contacts sociaux, 4 à 5 contacts sociaux par jour maximum. Chacun verra en fonction de son statut, de l'entreprise dans laquelle il travaille, la façon dont il doit se comporter et en fonction des différentes données de l'entreprise. En tout cas, une multitude d'aides sont mises en place. Comme toujours, ça n'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais en l'occurrence, les assistantes sociales, encore une fois, les directions du personnel sont très susceptibles de vous aider. Et en ce qui me concerne, pour les patients que je vois que les entreprises mettent en place une multitude de façons d'aider leurs salariés, leurs employés, les gens qui travaillent avec eux pour traverser cette période qui est très difficile. Nous sommes tout à fait incompétents en matière économique, donc nous ne nous engagerons pas sur ce sujet. Voilà. Peut-être une dernière question parce qu'elle traduit effectivement toutes ces vulnérabilités qui sont exacerbées pendant cette période, bien sûr. Et en particulier, c'est Hélène qui nous dit, voilà, étant sous biothérapie et donc considéré à risque par le HCSP, serons-nous vraiment couverts administrativement et financièrement? Alors, je sais bien que en tant que médecin, c'est difficile de répondre, docteur Poivret. Tout le long du confinement, ne travaillant pas. Est-ce que vous pouvez prolonger votre réponse de tout à l'heure? Enfin, pour ma part, je garderais bien d'aller plus loin que ce que nous en avons dit. Je ne sais pas si Laurent, en tant que président de l'association, peut rajouter un mot. C'est vrai que pour l'instant, on découvre, on invente tous les jours dans les hôpitaux, on a réorganisé tous les hôpitaux, l'État travaille très très rapidement et invente des nouveautés, parce que tout est nouveau. Effectivement, nous, à FLAR, défendant l'intérêt des patients souffrant de rhumatisme, on sera là après pour essayer d'aider
au moins à un niveau ministériel. On discutera avec le ministre de la Santé pour essayer de voir ce que l'on peut faire. Alors, c'est encore un peu prématuré pour l'instant, mais on essaiera par tous les moyens. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, je peux pas vous répondre, évidemment, mais on essaiera de porter la voix des patients. La FLAR, c'est par les patients, pour les patients, avec les patients. Donc, on sera là pour au moins poser la question. Pour info, par exemple, actuellement, pour les patients sous Rémicade, on est en train de demander au ministre de la Santé et au directeur général de la Santé, le professeur Salomon, de favoriser, d'accélérer la mise en place du Rémicade en sous-cutané, en injection à la maison, pour éviter de venir à l'hôpital provisoirement. Donc, pour l'instant, ça existe dans certains pays européens, pas encore en France. On a fait une lettre cette semaine, donc c'est tout. Vous voyez que c'est vraiment, ça évolue vite pour essayer d'accélérer cette mise à disposition d'infliximab sous-cutané, par exemple. Parfait. Alors, avant de demander à chacun des intervenants de revenir sur scène pour la conclusion, il nous avait semblé important. Alors, une réponse à Catherine qui nous posait la question sur les liens, etc. Donc, vraiment, je vous invite à aller sur le site de la FLAR et puis on vous répondra le cas échéant. Spécifiquement, vous pouvez adresser une demande de contact auprès de la FLAR pour avoir effectivement les différents liens et l'association se fera un plaisir d'y répondre. Alors, nous avons décidé de vous présenter une courte vidéo pour rappeler des fondamentaux qui sont les mesures et les gestes barrières, les mesures préventives et les gestes barrières. Et puis, en préparant cette réunion, nous savions qu'il y avait bientôt des vacances, etc. Et c'est vraiment, je crois, alors je ne sais pas qui veut faire passer un message important par rapport à cela et dans le contexte du confinement. Donc, voilà, on en avait discuté, Didier, tout à l'heure. Quel message souhaitez-vous passer? Nous en discutions juste avant, oui. Un certain nombre de régions vont être en vacances. Il va faire beau, mais parmi les trois orateurs, nous allons tous à l'hôpital, nous voyons tous ce qui s'y passe. Il est important de respecter, de continuer à respecter le confinement, même s'il fait beau, même si c'est les vacances. Nous sommes encore à distance du déconfinement qui se fera de manière progressive, nous dit-on, mais en tout cas, actuellement, respectons les gestes barrières, respectons le confinement. On a dit, je crois que je suis dans la région Grand Est, mes collègues, nos hôpitaux sont surchargés, donc nous espérons atteindre le pic de l'épidémie ces jours-ci, mais les hôpitaux sont surchargés, encore une fois, donc respecter le confinement pour qu'il y ait le moins possible de personnes atteintes parmi nous. Parfait. Nous allons donc lancer cette vidéo dans quelques instants, le temps de caler celle-ci. Voilà. Et c'est une vidéo, comme nous l'indiquions tout à l'heure, sur les mesures barrières. Covid-19. Précautions et mesures préventives en France. Les symptômes les plus courants. Les symptômes les plus courants du Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Vous avez des questions sur le coronavirus? Appelez le 0800 130 000, numéro gratuit. En cas de signes d'infection respiratoire, fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires, contactez le SAMU Centre 15 ou votre médecin traitant. Mesures de protection essentielles. Pour se protéger, les principales règles d'hygiène. Se nettoyer souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes ou avec un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d'alcool. Cela élimine le virus s'il est présent sur vos mains. Évitez de toucher ses yeux, sa bouche et son nez avec des mains non lavées. Cela permet d'éviter la propagation des virus. Désinfecter quotidiennement les surfaces couramment utilisées. Nettoyer son téléphone et son clavier d'ordinateur au moins une fois par jour. Les contacts avec autrui. Éviter tout regroupement. Éviter la proximité, moins d'1 mètre, avec d'autres personnes, car si ces personnes sont malades, vous pouvez inhaler le virus.
Ne portez un masque facial que si vous êtes malade, sauf si vous prenez soin d'une personne malade qui n'est pas en mesure de porter un masque. Pour protéger les autres, annulez vos déplacements, sauf si ceux-ci sont absolument indispensables. Seuls sont autorisés les déplacements pour se rendre au travail, effectuer des achats de première nécessité, des déplacements pour motif de santé ou motif familial impérieux. Pour tout déplacement, ayez avec vous votre attestation dérogatoire. Tout manquement est susceptible d'être verbalisé. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Jetez le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Cela évite de projeter de petites gouttelettes contenant le virus. Le virus est présent, mais il est en notre pouvoir de freiner sa progression. Les équipes Edutera. Pour votre attention. Alors, nous allons bientôt maintenant conclure notre session et je vais demander donc à l'ensemble des intervenants, le professeur Chalès également, de revenir sur scène et tout simplement, j'allais dire, de nous donner votre mot de conclusion. Alors, eh bien, nous allons reprendre effectivement le cours des interventions. Donc, professeur Chalès, quelques messages clés que vous souhaitez partager avec l'ensemble des participants que nous remercions chaleureusement. Je pense que le message est de poursuivre son traitement lorsqu'on a un rhumatisme inflammatoire chronique. Sauf si, évidemment, on a de la fièvre ou des signes pouvant orienter vers une infection à coronavirus. Ça, c'est très, très important. Une petite restriction aussi pour l'utilisation des anti-inflammatoires, mais aussi, si cela le nécessite, on peut les poursuivre, sauf s'il existe des signes d'infection ou là encore des signes orientants vers le coronavirus. Didier, merci beaucoup Gérard. Est-ce que Didier, tu veux donner une petite conclusion rapide? En ce qui concerne l'ostéoporose, pas d'urgence à mettre en place un traitement. 33 produits laitiers par jour, mais le message essentiel, faites tout ce qu'il faut pour ne pas tomber, c'est-à-dire ne pas avoir de fracture en ce moment. Ce serait vraiment difficile de vous soigner en ce moment. On le fera, ça se fera, mais c'est d'une manière générale, encore plus que d'habitude, faites attention de ne pas tomber et respectez bien le confinement pour ne pas surcharger les hôpitaux. Merci de m'avoir invité. Le mot de la fin pour le président de la FLAR, Laurent Grange. Oui, donc effectivement, j'espère que tous ces conseils vous ont intéressé, vous ont rassuré. Le confinement s'arrêtera un jour, mais pas maintenant, ce qui est très important. Restez chez vous pour vous protéger et protéger le système hospitalier français qui souffre actuellement aussi. Si vous avez d'autres questions, nous avons nos lignes Allo Rhumatisme, Allo Ostéoporose, Allo Mal de dos qui sont disponibles. Le site de la FLAR, aflar.org ou stoparthrose.org. Et pour tous les patients, vous pouvez également vous contacter sur le contact@aflar.org pour pouvoir avoir d'autres renseignements. Et puis, comme l'a suggéré une des participantes, peut-être nous allons en faire une newsletter avec l'ensemble, reprenant l'ensemble des liens qu'on vous a proposés aujourd'hui pour que vous puissiez les aborder et y aller. Voilà. La FLAR par les patients, avec les patients et pour les patients on a été très heureux de pouvoir échanger avec vous en espérant que cela vous a apporté beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée.
Parfait. Alors, peut-être le dernier mot avant de se quitter, puisque eh bien, c'est tout simplement d'être à vos balcons ce soir, d'être dans vos jardins si vous en avez, et tout simplement, eh bien, comme nous le faisons maintenant, peut-être à l'avance, et je vais commencer, voilà, pour d'abord vous remercier et féliciter l'ensemble des soignants et pour leur courage, pour leur abnégation. Et nous vous souhaitons un excellent week-end à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.